Bienvenue, bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 19 juin. À la une de l'actualité ce soir sur RTI 1, le Bourget qui devient la capitale mondiale de l'aéronautique. Pour la Côte d'Ivoire, c'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui a pris part à l'ouverture de ce salon international de l'aéronautique et de l'espace dans la capitale française. La facilité d'investissement à long terme, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, officiellement opérationnelle depuis ce matin. L'ouverture et aussi l'inauguration du siège de l'institution vous seront proposées dans ce journal. La signature électronique fait son entrée dans les services administratifs publics. Il est question de réduire les temps d'attente pour l'obtention des actes. Un projet officiellement mis en route ce matin par la ministre de la Fonction publique lors de l'ouverture des 3e journées de la fonction publique. Et puis les relations sino-américaines toujours tendues, mais qui connaissent un réchauffement suite à la visite du secrétaire d'État américain Tony Blinken en Chine. Les deux dirigeants se sont félicités de ce projet et annoncent être parvenus à un accord sur des sujets spécifiques. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour le 20h de ce 19 juin. Et nous démarrons dans la capitale française. Le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a pris part à l'ouverture du Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Après avoir été annulé en 2021 en raison de la crise de Covid-19, la 54e édition réunit cette année près de 2500 exposants dont 300 start-up venus de 47 pays. Michel Digré. L'industrie de la défense au cœur de ce 54e Salon international de l'aéronautique et de l'espace à l'aéroport du Bourget à Paris. Arrivé à bord d'un hélicoptère H160, dernier né de la gamme d'Airbus, le président français Emmanuel Macron a passé une grande partie de la journée sur place. Ce salon est traditionnellement marqué par les méga commandes d'avions, des démonstrations en vol et des présentations technologiques. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous international de l'aéronautique. Le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, conduit la délégation ivoirienne à cette édition 2023. C'est un salon qui est important, c'est le plus grand salon du monde d'ailleurs. Et comme vous le savez, l'armée ivoirienne a un objectif de monter en puissance. Et il est bon que nous puissions venir sur place pour voir en fait les opportunités qui nous sont offertes en matière d'aviation, d'hélicoptères, de drones et de tout ce qui donc concourt à la montée en puissance de l'armée de l'air. Donc c'est la raison de notre présence à Paris depuis ce matin pour quelques jours, parce que tous les fournisseurs du monde sont présents ici et nous allons faire le tour pour voir un peu quelles sont les opportunités qui nous sont offertes pour pouvoir aller à la montée en puissance de l'armée de Côte d'Ivoire. Le salon accueille 300 délégations officielles venues d'une centaine de pays. L'événement devrait battre tous les records d'affluence avec plus de 320 000 visiteurs attendus jusqu'au 25 juin prochain. Nous restons en France, c'est dans le Nord que la ministre gouverneure du district autonome des Lacs a visité plusieurs champs. Ils sont spécialisés dans la production de légumes. Raymond Goudou-Kofi est allé s'inspirer du modèle culturel de la Normandie. Mamadou Kouassi. Livaro, ou le village du fromager. Ici, l'activité principale est la fabrique du fromage depuis des générations. Une bâtisse sert spécialement à l'exposition de ces outils qui ont servi à la fabrique du fromage depuis le XVIIIe siècle. Aujourd'hui, la production s'est modernisée et connaît une croissance. Donc nous fabriquons les 4 fromages d'appellation d'origine protégée. Nous transformons le lait de 101 exploitations laitières et ce sont 260 personnes qui vont produire plus de 3600 tonnes de fromage et 900 tonnes de crème fraîche par an. L'entreprise pionnière du fromage en France est visitée par la ministre-gouverneure du district autonome des Lacs. De la production du lait à la confection du fromage, elle a pu découvrir ces pratiques qui peuvent facilement s'exporter dans son district. Après les fromages, c'est le jardin de Sophie qui accueille la délégation. Une superficie de 3000 hectares de culture de plusieurs produits maraîchers. J'ai repris l'assolement de mon arrière-grand-père et avec ces changements de climat, j'ai intégré la patate douce, le sorgho qui est une culture très importante pour nous ici puisqu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau.
Et ça a été la découverte l'an dernier suite à cette énorme sécheresse que nous avons vécue ici. Là maintenant, il y a aussi les premiers pieds d'ananas qui sont arrivés, les pistaches, le gingembre qui va être en expérience aussi. Tous ces produits sont servis dans les grandes surfaces et vendus en petite quantité sur place. Des techniques culturelles qui intéressent bien la ministre-gouverneure Raymond Goudou Kofi. On vient avec un esprit d'adapter ce qui est adaptable chez nous. Pas venir faire du copier-coller, pas du tout. Mais il y a toute cette méthodologie de mécanisation qui nous intéresse également. Il y a toute cette méthodologie d'exploitation, n'est-ce pas? Comment vous utilisez l'eau, comment vous économisez l'eau, puisque vous n'en avez pas assez. Nous, par contre, on en a souvent trop. Comment est-ce qu'on peut faire des réserves et autres, et puis permettre donc à nos agriculteurs et cultivateurs de pouvoir justement utiliser cette eau, et puis au moment où on entre dans la saison sèche. Ces agriculteurs ont rassuré la ministre-gouverneure et sa délégation de leur assistance dans la mise en œuvre de ces projets dans les régions de Lifou, du Nzi et du Bélier. Nous quittons la Normandie pour Abidjan. 96 élus de la Chambre régionale des métiers ont été investis à la mairie d'Abobo. Des artisans qui ont reçu les honneurs et un hommage bien mérité de la ministre d'État Kandia Camara. Patricia Omouetia. Ils sont 96, les élus de la Chambre régionale de métiers Abidjan-Est. Ils viennent d'être investis par la ministre d'État Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo. Le nouveau président de la Chambre régionale de métiers Abidjan-Est, qui fait partie des élus, annonce des stratégies pour redynamiser le secteur de l'artisanat. Il faut permettre à nos artisans d'avoir l'immatriculation, avoir le registre des métiers, avoir la carte professionnelle. Permettre à nos artisans de sortir de l'informel. Ensemble, nous pourrons démontrer aux autorités que l'union, la force, la solidarité et l'esprit d'équipe nous permettra de pouvoir avoir un développement. Pour sa part, Kandia Camara a rendu un vibrant hommage aux personnes exerçant dans le domaine de l'artisanat. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut se développer sans vous? Vous êtes les premiers artisans dans l'économie de ce pays. Pour être bien habillé, il faut les membres de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Pour être bien chaussé, il faut les membres de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. En un mot, la Côte d'Ivoire ne peut pas se passer de vous. La ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, a par ailleurs mis en exergue l'important rôle que jouent ces artisans dans le développement économique du pays. Chers membres de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, vous avez un rôle important, vous jouez un rôle important et vous pouvez compter sur le président Alassane Ouattara, sur le gouvernement pour vous aider à réussir. Parce que si vous réussissez, c'est la Côte d'Ivoire qui avance. La commune d'Abobo abrite désormais le siège de la Chambre régionale de métiers Abidjan-Est. Pour rappel, plus de 240 corps de métiers sont répartis en 8 branches pour la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire. Le ministre du Commerce a rendu opérationnel ce matin la facilité d'investissement à long terme, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire. Voyons l'ouverture officielle et aussi l'inauguration du siège de l'institution avec Alexis Ouedraogo. Comment passer de l'entreprise familiale ou de la start-up de 5 personnes à une firme de 15 employés, de 50, 200 et plus? Comment s'outiller pour augmenter la productivité de ses employés? Comment acquérir et cultiver des talents pour délivrer ses services et ses produits à haute valeur ajoutée? Il faut du capital. Ce capital, l'État le met désormais à disposition via la facilité d'investissement à long terme, la FILT. Non seulement nous apportons des capitaux propres nouveaux, mais nous permettons aussi aux banques et aux autres apporteurs de fonds de rajouter, puisque à ce moment-là, on dira que la FILT aura dérisqué les opérations donc des banques et des autres activités. L'initiative lancée ce lundi à Abidjan devrait apporter une source complémentaire au financement des banques. De façon pratique, il s'agit d'un financement global d'environ 38 milliards de francs CFA repartis entre 2 guichets. Le premier d'un montant de 8 milliards, destiné aux projets portés par les jeunes, quand le second lui concerne les grandes entreprises engagées notamment dans l'investissement vert d'un montant de 30 milliards de francs CFA. Depuis plus de 10 ans, nous orientons nos actions et dispositifs stratégiques
vers le développement d'un secteur privé fort, gage de stabilité et de puissance pour notre pays comme pour notre sous-continent. La facilité d'investissement à long terme, dite CDCI Capital, va y jouer un rôle important, crucial même pour qu'adviennent de nouvelles générations d'entrepreneurs, pour qu'advienne une Côte d'Ivoire encore plus prospère et donc encore plus solidaire. La FILT permettra de faire des investissements directs dans les entreprises et aussi des investissements à travers d'autres intermédiaires. Notons que le PC7 s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Côte d'Ivoire 2030 du programme social du gouvernement Côte d'Ivoire solidaire. À l'échelle internationale, il y a également question d'investissement avec l'incitation des Ivoiriens de l'étranger à revenir investir en Afrique avec un accompagnement financier. Et c'est l'objectif principal du Forum Repart 2023. Le forum vise surtout à bâtir une stratégie d'investissement au profit de la diaspora, un concept soutenu par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Laure Goretti et Sephora Zegui. Le Forum RUPAT 2023, un rendez-vous de la diaspora africaine. L'initiative vise à bâtir une stratégie d'investissement au profit de cette diaspora, mobiliser les capitaux et les savoir-faire pour le développement du continent africain. L'idée est soutenue par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et des partenaires financiers. Les Africains, plus particulièrement les Ivoiriens de l'étranger, sont invités à revenir investir au pays avec un accès facile au financement. Ce forum, effectivement, s'inscrit dans la dynamique du développement de notre pays par le réseau d'influence qu'on peut avoir en mettant en connexion les personnes, les opportunités d'affaires dans le pays. Nous avons décidé de revenir nous-mêmes, de faire un retour à la patrie et de faire un forum RIPAT qui répond à un besoin de la diaspora africaine qui veut rentrer. Nous aurons identifié pour l'année prochaine 200, 300, 400 membres de la diaspora qui ont des projets, qui partagent l'esprit Forum RIPAT et qui viendront investir. Nous aurons identifié 200, 300 PME pour qu'ils puissent rencontrer la diaspora, pour pouvoir bénéficier de soutien financier. Ils pourront à travers cette plateforme rencontrer, échanger et investir dans divers secteurs. Nous attendons de la part de la diaspora ivoirienne une contribution encore plus forte. Le moment était venu pour eux de venir en Côte d'Ivoire pour venir avec la somme d'expérience, d'expertise, de moyens pour certains qu'ils ont pu réunir à l'étranger pour venir apporter leur contribution à la construction de leur pays. Au cœur de ce forum, des chefs d'entreprises ivoiriennes et étrangères exposent sur les axes de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Indonésie. L'accent est mis sur les opportunités et synergies d'action pour développer l'Afrique. Dans la fonction publique, la célérité dans la délivrance des actes et la satisfaction de l'usager sont prioritairement escomptées avec le démarrage de la signature électronique. Un projet mis en route lors de l'ouverture ce matin des journées de la fonction publique. Grace Kando. L'administration publique régulièrement critiquée pour sa lenteur dans la signature des actes administratifs. Ainsi, pour contribuer à l'avènement d'une administration publique entièrement digitalisée, orientée vers la satisfaction des usagers, le ministère de la fonction publique opte pour le déploiement de la signature électronique dans le traitement et la délivrance des actes. Sur le volet sécuritaire, c'est un projet qui génère un fichier PDF. Et le fichier PDF, tout le monde peut le façonner. Et ce document PDF, vous pouvez le prendre, mais le document à l'intérieur a des insignes, a des indications qui sont propres à notre élément de sécurité. Donc si ce document se retrouvait par inadvertance chez quelqu'un, alors on a la possibilité aujourd'hui dans notre système de SIGFIRE de montrer effectivement que ce document est un document authentique ou pas. Au niveau du ministère de la fonction publique, le déploiement de la signature électronique consiste à mettre en place un dispositif qui permettra à Madame le ministre de signer électroniquement les actes issus du SIGFIRE afin qu'ils soient directement intégrés à l'espace fonctionnel de l'agent public. Un projet qui a bénéficié de l'appui technique
de l'autorité de régulation des télécommunications à RTCI. La signature électronique permet de garantir l'authenticité, l'intégrité et la validité juridique des documents électroniques émis dans le cadre de l'administration publique. C'est un pas en avant majeur vers la transformation numérique de notre pays et vers une administration publique plus efficace et transparente. La signature électronique présente des avantages. Les avantages induits de ce projet sont précieux, aussi bien pour l'administration que pour l'usager client. Et nous pouvons entre autres évoquer un accroissement de la sécurité des actes, la célérité dans le traitement des actes et enfin, en matière de stockage des documents, c'est aussi donc un gros avantage. Pour 2023, 4 départements ministériels sont concernés. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le ministère de la Construction, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce nouveau système de gestion efficace va s'étendre à toute l'administration publique ivoirienne. L'actualité politique nous conduit dans la région du Bélier. Le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, tous deux cadres du RHDP, ont échangé avec le peuple Gban. Une rencontre qui a eu lieu à Tiendiekro. Et nous y allons avec Kader Sodogo. Tiendiekro. La mobilisation n'a pas failli pour cette grande rencontre des oufouettistes. Le maire de la localité s'en réjouit déjà. Vous, pour qui nous nous battons chaque jour pour apporter le bien-être dans notre zone, je suis heureux de constater que vous ayez compris notre message en décidant de vous mobiliser pour le développement. Jano Aoussou-Kouadio, membre du présidium du RHDP, et Kobena Kwasi Adjoumani, coordonnateur RHDP du Gontougo, sont à la rencontre du peuple Ngban. Objectif, ratisser l'âge pour les échéances électorales à venir. Je suis venu, j'ai d'abord rencontré les chefs pour leur passer un grand message. Le message de la cohésion, de la fraternité autour de nos différents candidats. Vous avez vu l'effervescence et les clameurs de façon joyeuse qui ont accompagné nos propos. L'union sacrée, la cohésion autour du parti d'Alassane Ouattara, Jano Aoussou-Kouadio, indique le chemin à suivre. Toute politique qui est basée sur la haine est une mauvaise politique. La politique est faite pour rassembler. Et nous, les oufouettistes, rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, nous sommes là pour rassembler sur les traces de Félix Houphouët-Boigny, qui a rassemblé toute l'Afrique. Oui, le RHDP a pour vocation de rassembler tous les enfants de la Côte d'Ivoire pour bâtir. Les têtes couronnées fortement mobilisées pour la circonstance et l'ensemble des populations de Tiendiekro félicitent le président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement à travers le pays. Il rassure les émissaires du RHDP quant à leur engagement total a choisi la voie du développement. On parle également de développement, de cohésion et de paix à Abradinou, dans l'indénié du Ablin. Le mouvement J'aime Alassane Ouattara, je vote RHDP, a fait sa sortie officielle. Alexis Ouedraogo et Angela Diallo pour le compte-rendu. Un nouveau mouvement pour soutenir les actions de développement du chef de l'État. Pour sa sortie officielle, c'est la localité d'Abradinou dans le département de Bétier qui a été choisie. Ce village de la région de l'Indigné du Ablin donne ainsi le top départ des activités du dit mouvement J'aime Alassane Ouattara, je vote RHDP. Le mouvement J'aime Alassane Ouattara, je vote RHDP est né de notre profonde conviction en la vision et le leadership de notre président, ainsi que de notre engagement à soutenir le parti. C'est tout le pays, toute la Côte d'Ivoire qui est en pleine transformation aujourd'hui. C'est cela le développement équilibré d'une nation mené par un expert en développement qui a fait ses preuves à travers le monde. Un mouvement soutenu par l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli. Cher Bouaka Pascal, tu as vu juste de créer ce mouvement de manière de soutenir et de magnifier notre président Alassane Ouattara. Il y a un ami qui me dit,
Je vais venir en Côte d'Ivoire en septembre prochain. Je lui ai dit, quand tu vas arriver, il faut que tu sois accueilli à l'aéroport par quelqu'un, sinon tu ne vas pas reconnaître Abidjan. Représentant le Premier ministre, Joseph Sekaseka invite les populations à se mobiliser pour les prochaines échéances électorales. Le Premier ministre Patrick nous demande de savoir dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Abradini bénéficie depuis 2013 d'une connexion réseau électrique national réalisée parallèlement à une extension de l'électrification de la localité, un collège de proximité et un bac qui facilite la traversée du fleuve Comoé. À Boisseau, le président du Conseil économique et social apporte son appui aux femmes, des femmes qui se sont réunies en association et qui œuvrent pour leur autonomisation à travers des projets dans plusieurs domaines d'activité. Jean-Marc Djadji. Ces femmes veulent contribuer au bien-être de leurs familles respectives, mais également au développement de leur localité. Ce sont les femmes de la sous-préfecture d'Adaou, réunies au sein de l'association Yeyokon, Soyons unis en langue Agni sans vie. Objectif, atteindre l'autonomisation. Notre souhait, c'est qu'on puisse aider les enfants, même les orphelins, les enfants de la rue, et puis aider les femmes qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Cette volonté d'entreprendre, elles l'ont signifié au Dr Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, président du Conseil régional du Sud Comoé. Les femmes d'Adaou sont invitées à prôner l'union et la solidarité. Madame Dominique Ouattara a mis à notre disposition de 300 à 500 millions pour vous les femmes qui voulez aller vers l'autonomisation. Vous pouvez vous inscrire dès le 26 juin. Il y aura déjà une formation pour celles qui sont candidats en vue donc d'avoir accès à ce fonds. Un concours à Oulaba désignant la plus belle mère et un match de football féminin ont marqué également cette célébration à Adaou. Un centre de santé et une école primaire ont été inaugurés par le président du conseil régional du Tongpi. Dans cette région, l'éducation des filles et des fils est une priorité, nous dit Chantal Akanda. Dans la région du Tongpi, situé à 14 km du chef-lieu du département de Biankouman, le village de Zouzousso célèbre une avancée majeure pour sa population. À l'initiative du conseil régional, 2 nouveaux édifices ont été inaugurés, un centre de santé moderne et une école primaire de 6 classes. Ces initiatives de développement contribuent non seulement à renforcer la cohésion sociale, la paix et la fraternité au sein de la communauté, mais également à offrir des opportunités éducatives et de santé essentielles. Les populations de Zouzousso se réjouissent de ces réalisations qui amélioreront leur quotidien. Nous sommes tellement fiers de cet édifice-là, parce que ça va permettre à nos parents de se soigner. Et nos mamans, pour aller à l'hôpital, on les transporte en moto. On transporte nos parents en moto pour aller à l'hôpital. Donc nous offrir un dispensaire, vraiment on ne peut que dire merci au ministre Mabri. En tant qu'agent de santé, nous avons pour objectif, et selon l'objectif fixé par le ministère de la Santé, c'est que nous contribuons au rétablissement de la santé de nos différentes populations. Et donc c'est un honneur pour nous de recevoir un centre de santé pour contribuer toujours selon la politique de rapprochement du gouvernement, santé et population. Le président du conseil régional du Tongpi a exprimé sa volonté de poursuivre ses efforts en construisant d'autres établissements sanitaires de qualité. Aussi, il s'engage à apporter un soutien au secteur de l'éducation, en vue d'offrir aux enfants de la région des opportunités d'apprentissage optimales. Ces actions de développement témoignent de la vision du Conseil régional du Tongpi et de son engagement à promouvoir le bien-être et le développement durable dans la région. La journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, c'est ce 19 juin. Et pour lutter contre cette maladie génétique, cette année, les enfants sont mis au cœur de la prévention. Amidia Rassouba et Jean-Marc Djadji. Espace Bressol, dans la commune du Plateau. Ce matin,
Plusieurs enfants accompagnés de leur encadreur, âgés de 5 à 10 ans, se font dépister contre la drépanocytose. Curieux ou anxieux, ces gamins veulent connaître leur statut. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 2% des nouveau-nés naissent avec la forme la plus grave de la maladie, SS, parmi lesquels 50 à 75% décèdent avant l'âge de 5 ans. En Côte d'Ivoire, 12% de la population est porteuse de l'hémoglobine S. Cette journée de dépistage est une initiative du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers le programme national de lutte contre les maladies métaboliques. Elle vise à sensibiliser les populations sur la drépanocytose à travers un dépistage précoce et massif. Depuis 2006, nous sommes à la tâche pour faire la sensibilisation et l'information. Ce n'est pas maman seule qui donne la maladie. C'est quand papa et maman ont le gène dans le sang, c'est-à-dire si papa est AS, maman est AS, l'enfant peut prendre les deux S et ça devient une drépanocytose majeure. Plusieurs actions ont été menées par le gouvernement en vue de l'éradication de cette maladie. Cette journée mondiale de lutte contre la drépanocytose est une occasion très importante pour nous de faire de la sensibilisation et puis de faire un point sur les avancées de la lutte contre la drépanocytose dans le monde et particulièrement dans notre pays. On doit se focaliser sur la prévention. Dans ce cadre-là, il y a des ONG qui œuvrent dans la lutte contre la drépanocytose, qui sont accompagnées par l'État de Côte d'Ivoire. Et vous avez aussi la prise en charge aussi, qui est accompagnée par l'État de Côte d'Ivoire à travers la mise à disposition des médicaments à la PSP. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui touche les globules rouges. Elle se manifeste notamment par l'anémie, les crises douloureuses et un risque accru d'infection. En Côte d'Ivoire, cette célébration a été marquée par le dépistage des tout-petits. Une opération de planting d'arbres nous conduit dans l'Agnébi-Tiassa. L'ONG Femmes Proactives a mis en terre de nombreux arbres au sein du lycée Amadou Gon Coulibaly. Et l'opération en elle-même vise plusieurs centaines d'arbres. Ahmed Traoré et Moussa Konaté. Reconstitution du couvert forestier ivoirien. L'ONG Femmes Proactives s'engage aux côtés du gouvernement à travers un programme de reboisement. Sur cette parcelle du lycée moderne Amadou Gon Coulibaly d'Ores-Koroubou dans la région de l'Agnébi-Tiassa, 1500 arbres sont plantés. Le lycée Amadou Gon Coulibaly avait au préalable une superficie de 10 hectares qui lui était dédiée. Et aujourd'hui, il y a eu un morcellement de cette superficie par des individus. Donc, ils voulaient sécuriser les 4 hectares de superficie qui restaient à cette école. Donc, nous avons saisi l'opportunité pour effectuer notre activité de planting d'arbres. Accompagner les autorités ivoiriennes dans les actions de planting d'arbres, l'initiative de l'ONG est soutenue par les responsables de la COP 15. Nous disposions dans le temps de plusieurs millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 2 millions à 3 millions tout au plus d'hectares de forêt. Donc aujourd'hui, avec la COP 15 est un outil, est un organe qui peut aider la Côte d'Ivoire à pouvoir retrouver sa situation de pays forestier. L'ONG Femmes Proactives entend poursuivre ses actions contre la déforestation. Elle invite les populations à être des ambassadeurs de la lutte contre la désertification. En sport, l'athlète ivoirien Cissé Cheick a regagné hier la Côte d'Ivoire avec sa médaille de champion du monde de taekwondo de la catégorie plus de 87 kilos. Une médaille qu'il a présentée officiellement à la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Michel Digré. Après son sacre le 4 juin dernier à Bakou en Azerbaïdjan, le champion du monde de taekwondo de la catégorie plus de 87 kilos présente sa médaille à la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Pour Cissé Cheick Salah, défendre le drapeau de la Côte d'Ivoire est un sacerdoce. L'enjeu est d'inviter tous les jeunes Ivoiriens à intégrer cet état d'esprit au quotidien et ce, dans leurs activités respectives. Je suis en mission en tant qu'ambassadeur à défendre les couleurs de notre drapeau partout dans le monde. Et je pense qu'à mon retour, c'était super important de présenter cette médaille-là à maman, la ministre. Et donc, c'est l'initiative que j'ai eu à faire aujourd'hui et c'est un grand plaisir. J'aimerais remercier
tout le gouvernement. J'aimerais remercier aussi le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui donne l'opportunité à toute la jeunesse, avec l'année de la jeunesse qui a été instaurée pour cette année, à pouvoir réaliser leurs rêves. Nous sommes très fiers de cette médaille qu'il nous ramène. Fiers aussi de tous les autres trophées qu'il a déjà remportés. Et dire qu'il est un vrai ambassadeur de la Côte d'Ivoire parce qu'il représente la Côte d'Ivoire au plus haut niveau, au sommet du monde. Mais je voudrais surtout le féliciter, le remercier d'être ce modèle-là pour la jeunesse ivoirienne. Des performances inspirantes pour la jeunesse ivoirienne. Cissé Cheikh Salah se dit prêt pour les prochaines batailles, notamment celle des Jeux Olympiques de Paris, où il essayera de rééditer l'exploit de Rio 2016. Dans l'actualité internationale, le secrétaire d'État américain Antony Blinken est à Pékin. Il a une rencontre avec le président chinois Xi Jinping. Une grande avancée dans le dialogue entre les deux grandes puissances, même si les tensions demeurent vives au centre des confrontations, notamment le dossier Taïwan ou encore les technologies. Après cette rencontre, les deux parties ont salué les progrès et les terrains d'entente entre Pékin et Washington. C'est la fin de ce journal. Retrouvez tout à l'heure Delphine Blas pour la Côte d'Ivoire en marche, consacrée ce soir à la stratégie nationale de développement de la filière riz. Très bonne fin de soirée à tous et faisons attention en cette saison de pluie. Bonsoir.